Entre 11 heures et midi, c'est un moment assez charnière quand même pour le secteur de Utah Beach. Parce que l'objectif finalement de l'ensemble de ces gars, après avoir détruit pour les parachutistes les différentes positions allemandes, les différentes batteries d'artillerie, pour les hommes de la 82, après avoir pris les différents ponts et villes qui permettaient aux Allemands d'atteindre la plage de Utah, leur objectif principal va être de créer une tête de pont. Créer une tête de pont, et cela va passer notamment par la jonction entre les parachutistes et les hommes qui auront débarqué sur les plages. C'est d'ailleurs la particularité du débarquement sur Utah, c'est l'utilisation d'unités d'infanterie et d'unités aéroportées. Hein, la jonction doit être absolument établie dans les prochaines heures. Alors on estimait quand même plusieurs heures, voire plusieurs jours avant que cette jonction puisse être établie. C'est pour ça que les parachutistes qui étaient largués avaient un maximum de munitions, un maximum de nourriture avec eux, de manière à pouvoir rester un minimum 3 jours complètement isolés. Certains parachutistes resteront évidemment isolés bien plus de 3 jours. Hein. Les hommes, on en parlait, qui vont atterrir du côté de Grain notamment, ou bien plus au nord de Sainte-Mère-Église, du côté de Valogne. Ceux-là resteront isolés bien plus de 3 jours. Mais pour le gros de ces troupes, ils doivent pouvoir établir une jonction le plus rapidement possible. Cette jonction, la première jonction, va se dérouler entre 11 heures et midi dans le lieu-dit de Poupeville. On est toujours sur la commune de Sainte-Marie-du-Mont. C'est le 8e régiment d'infanterie de la 4e division d'infanterie américaine qui a débarqué quelques heures plus tôt sur Utah Beach, qui va être envoyé sur cette sortie numéro 1 sur la commune de Sainte-Marie-du-Mont. À ce moment-là, ça a été préparé bien avant en Angleterre. Le signe de reconnaissance entre ces unités est la couleur orange. Donc les premiers scouts, les premiers hommes qui sont envoyés en tête de ligne, ont avec eux un foulard orange de manière à pouvoir l'agiter. En cas de vision de différents gars, notamment d'unités aéroportées. C'est le soldat Mabry de la 4e division d'infanterie américaine qui est en tête de ligne à ce moment-là et qui va voir des mouvements de troupes. Ils arrivent sur un des ponts sur le lieu-dit de Poupeville. Il va voir des mouvements de troupes dans une haie. Il va prendre son foulard orange qu'il sort de sa poche, l'agiter avec un bout de bois qu'il prend, l'agiter en l'air et en retour de l'autre côté, il aura également un foulard orange qui sera agité. À ce moment-là, évidemment, c'est un moment assez important parce que la jonction entre ces unités est faite, à savoir que les parachutistes vont pouvoir avoir un accès également à la plage de Utah Beach. L'arrivée des premières ambulances pourra se faire quelques heures plus tard également, mais ça veut dire surtout que la tête de pont est créée. Le secteur de débarquement de Utah Beach, ces hommes qui ont pour rôle à ce moment-là encore de prendre la ville de Cherbourg, un objectif, un port, le port de Cherbourg, cette tête de pont est en train de se sécuriser, elle est en train d'être créée. Et ça permettra, à ce moment-là, et c'est une petite victoire pour l'ensemble de ces gars qui viennent d'arriver, ils se disent d'accord, on n'est plus isolé pour ces parachutistes, notamment du 501e régiment de parachutistes. C'est le second lieutenant Eugène Brière de la 101e Airborne qui va rencontrer le soldat Mabry de la 4e division d'infanterie, et ce second lieutenant de la 101e va inviter ce soldat de la 4e division d'infanterie à rencontrer le général Maxwell Taylor, le général de la 101e Airborne, pour célébrer un petit peu cette petite victoire de la création de la tête de pont. On retrouvera le général Taylor un petit peu plus tard dans la journée sur la commune de Yéville, là où il établira notamment son premier quartier général en Normandie, le premier quartier général de la 101e Airborne en Normandie. Il est 11 heures. Depuis plus d'une heure, Hitler a été réveillé et on l'a informé à Berchtesgaden de la situation qui est en train de se développer en Normandie. Il n'est d'ailleurs pas le premier à découvrir les événements. On s'en souvient, les généraux ont été informés très rapidement, hormis peut-être le plus important, du moins pour le secteur d'opération qui nous intéresse, à savoir le maréchal Rommel, lequel était sur la route de l'Allemagne. Il était même arrivé à Herrlingen, puisqu'il avait prévu d'aller voir sa femme, étape avant son rendez-vous avec Hitler, qui était prévu donc à Berchtesgaden, et pour lequel il espérait bien pouvoir obtenir le déplacement de plusieurs divisions blindées afin de garnir davantage son front. On l'a vu, l'histoire en a décidé autrement. Toujours est-il qu'à 7 heures le matin, Rommel a appris
que l'offensive avait éclaté en Normandie. Il a donc décidé de faire demi-tour. Mais lorsque nous sommes dans cette fin de matinée, vers 11 heures, il est sur la route et le temps va jouer contre lui et va faciliter l'opération des Américains. Dans un autre domaine, Hitler va également rendre service à l'armada alliée dans le sens où il ne va absolument pas croire, dans un premier temps, à la véracité et à la valeur de cette offensive. Il reste persuadé, comme une bonne partie de l'état-major allemand, que l'essentiel des opérations va se dérouler plus au nord et qu'il ne faut absolument pas dégarnir le front parce que ce n'est qu'une opération isolée à laquelle il faut apporter des réponses, bien entendu, mais qui n'a pas l'envergure qui semble redoutée par les généraux et les officiers sur le front de Normandie. Alors pendant ce temps-là, les différentes formations qui sont aux alentours d'Utabitch se sont également engagées dans la bataille. Donc à Brécourt, les parachutistes américains sont au combat avec une formation d'artillerie allemande, donc les tirs s'échangent dans tous les sens. À proximité de Sainte-Marie-du-Mont, les tirs sont également considérables. Il faudra attendre encore quelques heures pour que la ville soit définitivement libérée. Et dans le même temps, est en train de se tramer les débuts d'une contre-offensive qui sont dus au 6e régiment de parachutistes allemands, dont on a peu parlé jusque-là, mais dont l'officier commandant, le lieutenant-colonel Friedrich August von der Reite, est un officier expérimenté, de valeur, et qui a su très rapidement prendre la mesure de la menace au moment où, en pleine nuit, alors qu'il a été réveillé, il a constaté que les soldats qu'on lui présentait comme prisonniers étaient des parachutistes américains dont le moral était particulièrement gonflé et qui lui annonçaient une invasion à venir. Il a donc commencé à mettre sur pied une contre-offensive en dépêchant vers la zone de front, entre guillemets, ou du moins vers la zone de largage qui était bien évidemment complètement inconnue ou dont on ne maîtrisait pas les contours à ce moment-là, puisqu'on avait seulement des rapports de patrouille qui annonçaient des affrontements. Il a donc dépêché 2 de ses bataillons de chasseurs parachutistes vers la zone où les combats semblaient être engagés. Donc le premier bataillon va rapidement prendre la direction de Wéville-Blauville, tandis que le 2e bataillon, lui, prend la direction de Vierville et Sainte-Marie-du-Mont.